Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à vous toutes et tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Théâtre de la Concorde pour cette commémoration des 10 ans après les attentats de novembre 2015. On consacre 2 journées pleines, enfin soirées-journées pleines avec la Fondation Jean Jaurès et France Culture ce soir pour réfléchir aux conséquences, à ce que ces attentats ont laissé comme trace, comment on les voit aujourd'hui à 10 ans de distance, parce que le Théâtre de la Concorde, qui a été voulu par la ville de Paris et qui a tout juste 1 an, est un théâtre où l'on réfléchit à la démocratie par l'art. Pourquoi ? Parce que l'art, et on le sait, on le disait déjà mardi avec Hugo Micheron, Arthur Desnouveaux et Anne-Rose Rancher, puisqu'on parlait déjà des attentats. La première cible, ça a été le Bataclan. Pas que, il y a eu les terrasses aussi, mais ça s'est aussi passé au Bataclan. Donc l'art, la culture a été une cible. On sait bien que la culture est peut-être parmi les premiers touchés en démocratie. Et donc ce théâtre a été pensé comme un lieu de résistance, un lieu où l'on réfléchit à l'avenir de la société, à ce que pourrait devenir la démocratie. Et bien sûr, sans art, ça serait très difficile. Donc ce soir, on est très, très heureux de vous accueillir. Je laisserai Jérémy présenter tout le monde. Monsieur le Premier ministre, très heureuse de vous accueillir. Bon, ben, je continue. Volodya Ser, également, Sarah Gainsbourger et Jörg Müller aussi. C'est présentée par Jérémy Pelletier. C'est donc une soirée d'ouverture, de réflexion. Vous êtes toujours, comme vous le savez, au Théâtre de la Concorde, les bienvenus pour participer, poser les questions que vous avez à poser. On essaye, tant que l'on peut, d'avoir votre voix, parce qu'elle compte aussi. Et puis, n'hésitez pas à revenir demain. Ça va être plein de temps fort pour vous et pour qu'on réfléchisse ensemble avec la Fondation Jean Jaurès, que je remercie encore, et France Culture également. Merci à vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup Elsa. En effet, on a voulu organiser 2 soirées de débat autour de la mémoire du 13 novembre, 10 ans après le 13 novembre. Qu'est-ce qu'il reste dans nos mémoires ? Comment commémorer ces attentats ? Comment commémorer les 130 morts ? Comment commémorer les centaines de victimes, à la fois physiques et psychiques, de ces attentats ? Qu'est-ce qu'il reste dans nos mémoires quand on parle des attentats ? Qu'est-ce qui a disparu ? Qu'est-ce qui est encore vivace ? On a voulu vraiment, en tout cas, s'intéresser à cet objet-là, à ce sujet-là de la mémoire individuelle, de la mémoire collective, pour parler évidemment aussi des commémorations, le rôle de l'État dans les commémorations, le rôle de la ville de Paris, le rôle des archivistes, le rôle du politique, le rôle de la fiction, le rôle des artistes, le rôle des sciences sociales aussi dans les souvenirs, dans les mémoires, dans les commémorations. C'est de tout ça qu'on va essayer de parler ce soir, 10 ans après les attentats du 13 novembre 2015, avec nos différents intervenants que je vais vous présenter dès maintenant. D'abord, je démarre tout là-bas. Alors, il y a plein de livres. Je vais essayer de vous montrer les livres en même temps. Alors, je vois absolument rien, donc je ne vois pas où vous êtes, mais je vais vous les citer. Vous les avez à la librairie. D'abord, Jörg Müller. Jörg, tu es directeur d'études et de recherche au CREDOC. Tu es co-auteur de l'ouvrage collectif Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015, qui vient tout juste d'être publié chez Flammarion. C'est sorti le 29 octobre 2025. Un livre tiré du programme 13 novembre, qui a été lancé dans la foulée des attentats et qui analyse notamment les résultats de 8 sondages en 8 ans que vous avez réalisé entre l'été 2026 et entre l'été 2016 et l'été 2024 pour mesurer sur le long cours la mémoire des Français face à ces événements. Donc tu nous parleras aussi tout à l'heure du programme 13 novembre, nous dire en quoi ça consistait. Et donc ce livre-là, voilà, qui vient tout juste de sortir et donc qui analyse ces 8 sondages pour voir comment la mémoire des Français a bougé, ce qu'ils ont retenu année après année depuis ces attentats, ce qui a disparu, ce qui a réapparu, le cadrage institutionnel et le rôle du cadrage institutionnel dans tout ça. Tu nous en parleras tout à l'heure. À côté de toi, et je suis ravi de la revoir, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Sarah Gainsbourger, tu es directrice de recherche au CNRS et à Sciences Po. Tu avais publié je dirais, la première enquête, finalement, à chaud après ces attentats. Un livre merveilleux que tu as publié en 2017 qui s'appelle Mémoire vive, chronique d'un quartier Bataclan 2015-2016. Donc, ça avait été publié chez Anamosa. Et on te doit aussi, alors, un très beau livre, un peu plus gros, donc
je vais poser cela. Un très beau livre sur les mémoriaux du 13 novembre avec Jérôme Truc aux éditions EHESS en 2020, qui est un livre collectif qui analyse la place et le rôle de ce que vous appelez les mémoriaux, donc les messages, les fleurs, les bougies, les dessins et les différents objets déposés devant les lieux touchés par ces attentats. Et on te doit hier 2 articles dans le site The Conversation. Tu as publié un premier article qui s'appelle « Qu'est-ce que le 13 novembre a changé à la politique de mémoire parisienne ?» Ça, c'est à retrouver. Et un deuxième article du drugstore Publicis au 13 novembre, Paris face à ces attentats, une mémoire partielle. On en parlera tout à l'heure parce qu'évidemment, on est en plein dedans en ce moment. À côté de toi, à ta droite, Volo Diacer. Volo Diacer, vous êtes acteur, metteur en scène. Vous venez de réaliser pour France Culture une fiction radiophonique adaptée de l'œuvre de Laurent Godet, Terrasse, ou Notre long baiser si longtemps retardé, qui est un livre qui a été publié chez Actes Sud en avril 2024, qui est une adaptation vraiment bouleversante. J'ai eu la chance de pouvoir l'écouter en intégralité. C'est 10 épisodes disponibles dès aujourd'hui sur la plateforme de Radio France, pour lesquels vous avez mobilisé 42 comédiennes et comédiens. Et on va écouter tout au long justement de notre conversation, tout au long de cette soirée, des extraits de cette fiction pour nous rappeler la durée, le déroulé de cette sombre soirée du vendredi 13 novembre 2015 et pour aussi vous donner envie à vous toutes et tous d'écouter ensuite cette adaptation sur Radio France. Et à tes côtés, Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup, cher Bernard, d'être là. Ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Vous étiez évidemment, cher Bernard, ministre de l'Intérieur au moment des attentats du 13 novembre 2015. Et vous aviez notamment publié chez Stock en 2019 votre récit aussi de ce moment, votre récit Place Beauvau, dans un livre qui s'appelait « À l'épreuve de la violence ». Beauvau, avril 2014, décembre 2015. Merci beaucoup d'être là, 10 ans après, effectivement, ces attentats qui vous ont marqué et on en parlera tout à l'heure. Peut-être juste en introduction, je voudrais vous montrer quelques résultats alors, d'une enquête qu'on n'a pas encore publiée, qui n'a pas encore été diffusée, qui va être diffusée à partir de lundi prochain sur le site de la Fondation Jean Jaurès et sur le site du Théâtre de la Concorde, qu'on a réalisé à l'occasion justement des 10 ans du 13 novembre 2015, en partenariat avec le Théâtre de la Concorde, en partenariat avec la Bellevilloise, salle bien connue du 20e arrondissement de Paris, pour voir justement ce que les Français, d'une part, mais ce que les Parisiens, d'autre part, retenaient de ces attentats du 13 novembre 2015, 10 ans après. Donc vous allez normalement avoir quelques slides qui vont passer. Je vais essayer d'être très bref. On va essayer de démarrer par la première slide, chers amis, si vous voulez bien, pour que ce soit plus logique et plus simple à présenter. Je pense qu'il faut encore reculer. Juste pour vous donner une indication, donc cette enquête qu'on sort lundi, on l'a réalisée auprès de 1000 Français avec l'IFOP, institut de sondage bien connu, et avec 1000 Parisiens pour voir s'il y avait des différences entre ce que répondaient les Français et ce que répondaient les Parisiens dans leur mémoire des attentats. On va démarrer tout de suite avec la troisième slide, encore après, s'il vous plaît. Et juste après celle-ci, pour vous donner juste quelques indications. On a interrogé les Françaises et les Français et les Parisiens, je dirais, sur ce qu'on appelle, et on en parlera tout à l'heure avec Georg, on en parlera aussi avec Sarah, sur ce qu'on appelle la mémoire flash, c'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez dans quelle mesure et de quelle manière vous avez appris le déroulement des attentats du 13 novembre 2015 ? Est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez à ce moment-là ? Vous voyez que quand vous interrogez les Français, vous avez 40% des Français qui disent se souvenir de la soirée du 13 novembre 2015, qui disent se souvenir de ce qu'ils faisaient lors de cette soirée du 13 novembre 2015. Et vous voyez qu'à Paris, c'est encore plus fort pour le panel de Parisiens, pour les habitants parisiens, les gens qui sont à Paris. Vous êtes à 60% des Parisiens qui disent se souvenir précisément de ce qu'ils faisaient le soir des attentats. Et vous allez voir sur la slide juste après, et ça c'est un élément qui est intéressant, et on en parlera, je pense, aussi avec Sarah tout à l'heure, pour montrer de quelle manière et dans quelle mesure certains quartiers, évidemment, ont été impactés et certains quartiers ont encore la mémoire vive de ces attentats. Vous voyez que 66% des Parisiens qui habitent dans les arrondissements touchés par les attentats, donc les 10e et 11e arrondissements de Paris, disent se souvenir précisément de ce qu'ils faisaient le soir du 13 novembre 2015. Donc plus de 40% des Français, 60% des Parisiens, et c'est encore plus fort chez les Parisiens qui habitent dans les quartiers directement touchés par ces attentats. On peut aller juste après la slide suivante
je ne vais pas être trop long pour donner rapidement la parole à nos intervenants. On leur a demandé, depuis ces attentats, vous est-il déjà arrivé de fréquenter ou de passer près des lieux touchés par les attentats en repensant justement au 13 novembre 2015. Alors, on ne va pas tant s'intéresser à ce qu'ont répondu les Français, on va d'abord avant tout s'intéresser à ce qu'ont répondu les Parisiens. Et là, vous voyez que 46% des habitants de Paris disent avoir pensé aux attentats du 13 novembre 2015 lorsqu'ils sont repassés devant le Bataclan. 40% lorsqu'ils sont repassés devant les terrasses et les cafés et restaurants des 10e et 11e arrondissements touchés par les attaques du 13 novembre, donc le Petit Cambodge, la Belle Équipe, le Carillon, Casa Nostra, la Bonne Bière et le comptoir Voltaire. Et 25% des Parisiens ont repensé aux attentats lorsqu'ils sont repassés au Stade de France. Et slide juste après, vous allez voir que c'est encore plus fort s'agissant des personnes qui habitent dans les arrondissements touchés par les attentats. S'agissant du Bataclan, est-ce qu'il vous est arrivé de repenser aux attentats lorsque vous passez devant le Bataclan? 65% des habitants des arrondissements touchés par les attentats disent avoir penser aux attentats du 13 novembre 2015 lorsqu'ils sont repassés devant ce lieu et devant cette salle de concert. On va s'arrêter là pour pas être trop long, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de cette enquête, un petit aperçu de la mémoire vive qui reste évidemment très présente à la fois dans la tête des Français, dans la tête des Parisiens et dans la tête aussi des Parisiens qui habitent à proximité des lieux de ces attentats. Et on va en parler justement durant notre conversation. Je voudrais peut-être démarrer juste avant de démarrer notre conversation par un premier extrait. Le premier extrait, Volodia, qu'on a choisi ensemble, que tu as appelé « Au matin du 13 ». Donc extrait que vous retrouverez dans cette adaptation du livre de Laurent Godet, Terrasse, qu'on va écouter dès maintenant. Et ensuite, on démarre avec vous, cher Jörg. Je me lève, moi aussi, une parmi tant d'autres. Peu importe mon nom, Lisa, Prune ou Laïla, nous sommes tant. Toutes différentes et si proches, nous nous levons aux quatre coins de la ville. Jour normal que rien ne désigne, si ce n'est ce nom, vendredi, qui le rend aimable. Nous sourions. C'est le dernier jour avant le week-end. Nous avons hâte. Nous nous levons, sans imaginer qu'ils se lèvent, eux aussi, dans d'autres lieux de la ville, prennent un café, eux aussi, en mangeant peut-être comme nous des tartines. Nous n'y pensons pas. Comment pourrions-nous imaginer? Nous ne savons rien d'eux, ni eux de nous. À cette heure, nous sommes inconnus les uns des autres. Personne n'a de nom. Seul le malheur en donnera un à certains d'entre nous, bien plus tard, lorsqu'il faudra établir des listes. Pour l'heure, nous vaquons à notre vie, simple vie. Nous nous préparons, sortons, allons travailler, passons des coups de fil que nous jugeons importants, marchons d'un bon pas, car c'est le début de la journée et nous avons 1000 choses à faire. Le temps est magnifique. C'est étrange en cette période de l'année. C'est pour cela qu'il y aura tant de monde aux terrasses des cafés ce soir. Parce que les Parisiens sentent bien que c'est peut-être la dernière soirée douce avant l'hiver. Et je n'arrive pas à démêler en mon esprit si c'est un détail plus cruel encore, comme un piège que le beau temps fait à la jeunesse, ou au contraire, un dernier cadeau de la vie. Nous allons, venons, pris dans la course des jours. Pour l'heure, c'est la vie, juste la vie qui nous entoure. Y a-t-il un bruit que le malheur aurait fait en se levant et que nous aurions dû reconnaître? Avons-nous raté un signe qui nous aurait alertés et peut-être sauvés? Bientôt, la violence va surgir en sidérant nos prévisions de bonheur. Mais pour l'heure, c'est encore inimaginable. Aucun d'entre nous ne fait rien de bien particulier, ne prend de risques inconsidérés. Nous sommes juste ce que nous sommes. Jörg, j'aimerais démarrer avec toi. D'abord, pour nous raconter finalement la genèse de ce livre, Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015, qui est le fruit de ce programme qu'on a appelé le programme 13 novembre, qui est aussi le fruit de deux études, l'étude 1000 et l'étude Remember, qui ont été mis en place justement après ces attentats du 13 novembre 2015, pour faire travailler justement les sciences sociales à cette mémoire, à la conservation aussi de cette mémoire. Peut-être nous dire en quoi ça a consisté, en quoi ce travail justement de cette mission 13 novembre consiste, quel était l'objectif d'associer les sciences sociales justement à l'issue de ces attentats du 13 novembre, avant de rentrer peut-être dans le fond du livre. C'est tâche difficile d'intervenir après cet extrait-là, mais
Je pense que si tu ouvres le livre, la première page, elle répond à ça, et elle répond à ta question. Sur la première page, il y a marqué « On leur doit ça ». Et c'est bien l'ambition, c'est bien l'objectif de ce projet de recherche qui s'est mis en place petit à petit à partir du 16 novembre 2015. Denis Péchanski, c'est un des co-auteurs, il avait rendez-vous au ministère avec le secrétaire d'État aux anciens combattants. Et ce rendez-vous, il a été fixé pour parler des politiques mémorielles. Et survenu le 13 novembre. Lorsqu'il est allé à ce rendez-vous avec les pouvoirs publics, avec le ministre, il a dit cette phrase, « On leur doit ça ». Donc l'ambition au départ, elle est claire, l'objectif est fixé, et l'idée était de faire participer les sciences sociales, les sciences dures, de créer quelque chose de transdisciplinaire pour écrire la mémoire individuelle, la mémoire collective, de voir comment ça se sédimente dans la société, avec les moyens qui étaient à sa disposition et qui étaient à disposition à des personnes qui travaillaient avec lui, à savoir les moyens de la science ou des sciences sociales. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Et à partir de cette idée, s'est créé ce projet-là, qui a été soutenu par les pouvoirs publics de manière très forte, très décidée, qui a bénéficié de financements assez conséquents, et au sein duquel se sont créés des projets, tas de projets tentaculaires, avec des tas de ramifications, dont le projet Remember et le projet des 1000. Je vous donne juste des exemples de quelques projets qui agissaient ensemble au sein de ce projet 13 novembre. Donc l'étude 1000, c'est vraiment l'étude qui porte dès le départ sur l'écriture de la mémoire individuelle, spécifiquement des victimes, puisqu'il y a beaucoup de victimes dans cette étude, spécifiquement aussi des personnes qui étaient à proximité, donc qui étaient concernés d'une manière ou d'une autre, spécifiquement aussi des Parisiens, des habitants de ces quartiers-là, mais aussi sur la mémoire des personnes un peu plus distantes, on va dire géographiquement et d'un point de vue du concernement plus distant par rapport à cet événement. Et là, a été fait appel à nous, puisqu'il fallait justement, pour mesurer cette distance-là et avoir une idée de la mémoire qui s'écrit auprès de cette population, il a été fait appel au CREDOC, qui donc a mis en place un dispositif d'enquête pour mesurer justement la mémoire collective, plutôt la mémoire sociale et sociétale qui s'est écrite à la suite des événements en 2016, en 2018, en 2020, en 2021, en 2023, etc. On a mesuré, à travers des enquêtes, à 8 reprises, la sédimentation et l'écriture de la mémoire collective et son articulation par rapport à cette mémoire individuelle mesurée à travers l'enquête des 1000. Et alors, est-ce que l'usure du temps joue sur la mémoire de ces attentats 10 ans après? Tu l'as dit, vous avez mené 8 vagues d'enquête pour mesurer comment la mémoire des Français et des Parisiens bougeait, pouvait varier sur un certain nombre de points vis-à-vis de cet événement. Est-ce que le temps a eu un effet bénéfique? Est-ce qu'il y a eu un effet négatif sur la mémoire de ce moment-là? Qu'est-ce que vous avez mesuré justement dans ces 8 vagues d'enquête depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui? La variable du temps, c'est une variable clé comme l'oubli. Les deux sont corrélés. Donc forcément, lorsqu'on parle de mémoire, on va parler de l'oubli, on va parler du temps. L'idée est de voir donc comment est-ce que le temps est peut-être différent et l'oubli est différent dans son amplitude ou dans des échantillons de personnes concernées, donc dans l'enquête des 1000, et dans la population générale. Donc ça c'est un élément. Et effectivement, ce qu'on a vu, le temps
avec le temps, la mémoire se dégrade. Au fil des années, les réponses qui témoignent de cette mémoire collective, de ces mémoires individuelles, puisque le collectif, lorsqu'on le mesure, il y a aussi une dimension de mémoire individuelle. Et donc, il y a une dégradation de la mémoire. Mais cette dégradation de la mémoire, elle varie. Elle varie en fonction de certains groupes de population, en fonction de la proximité avec l'événement, si on habite à Paris ou non, selon des profils sociodémographiques. Donc là, il y a une dégradation parfois plus forte, parfois moins forte. Il y a aussi une dégradation de la mémoire si on prend en compte ou si on met en concurrence, on va dire, des événements peut-être aussi traumatisants que celui du 13 novembre, parce que ce n'était pas le seul attentat. Il y en avait d'autres, il y en avait avant, il y en avait après. Il y avait Montauban, par exemple, il y avait Charlie Hebdo, il y avait après la décapitation de Samuel Paty, il y avait les attentats de Nice, etc., etc. Donc vous avez toute une liste d'attentats qui sont survenus. Mais lorsqu'on interroge les Français sur quelle considérez-vous être l'attaque terroriste la plus importante en France ou dans le monde, survenue depuis l'an 2000, ils citent en première position systématiquement le 13 novembre, qui donc dans un ranking, si vous établissez une espèce de hiérarchie, occupe la première place. Et ce qu'on voit au fil des vagues, c'est que la mémoire de cet événement se dégrade moins vite que pour les autres attentats qui se sont produits. À une exception près, c'est le 11 septembre 2001. Donc c'est une espèce de matrice universelle qui reste relativement stable, comme on a maintenant une matrice mémorielle pour la France, qui est celui du 13 novembre. Alors que les mémoires de Charlie Hebdo, ou même de Nice, ou de Samuel Paty, très frappants, ils disparaissent même de cette liste. Ils sont parfois même plus évoqués par les personnes. Donc vous voyez très bien comment la variable temps joue finalement sur la mémoire collective, et cela de manière inégale. Sarah, c'est quoi le rôle des pouvoirs publics dans justement la diffusion de cette mémoire? J'ai cité tout à l'heure deux des articles que tu viens de publier dans The Conversation, et tu dis à propos de Paris, de la ville de Paris, et à propos du 13 novembre, il y a eu une accélération de la mémorialisation des attentats. En gros, tu me dis qu'il y a eu un avant et un après 13 novembre 2015 dans la façon dont on met en mémoire, justement, au sein de l'espace public cet événement-là. Un avant et après 13 novembre dans la mémoire de l'espace public. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a changé dans la façon dont on met en mémoire dans l'espace public, selon toi? Alors, les pouvoirs publics, en fait, l'État, que ce soit l'État central ou les collectivités locales, ont un rôle très structurant, au sens où ils créent un cadre, et on voit même dans le programme 13 novembre lui-même et la production d'une politique publique. Il étudie la mémoire, il y participe, il la structure, et ça, c'est aussi des choix quand même qui ont été faits par les instances qui s'occupent de la recherche, mais aussi du ministère des Anciens Combattants, le musée mémorial du terrorisme qui est en projet à d'autres tutelles, le ministère de la Culture, le ministère de la Justice. Donc ça mobilise plusieurs lieux dans l'État. Mais au niveau de la ville de Paris, ce qui est intéressant, bon, moi, tu as cité mon premier livre, je suis spécialiste de la mémoire, mais vraiment spécialiste. Enfin, je travaille depuis 25 ans sur les enjeux de relations entre mémoire, politique et société en France et ailleurs. Et j'habitais boulevard Voltaire quand le 13 novembre est arrivé. Et donc, je me suis d'abord intéressée à mon espace public quotidien. Bon, j'avais des enfants petits, donc j'ai vraiment travaillé au plus près de mon espace de vie au quotidien, et j'ai tenu ces chroniques pour étudier la manière dont la mémoire se forme dans cet espace. Et c'est vrai qu'avant, j'avais travaillé sur d'autres périodes historiques, sur d'autres processus, à d'autres échelles. Et moi-même, à ce moment-là, je n'avais pas conscience de la longue durée du terrorisme à Paris. Évidemment, je connaissais quelques événements, mais vraiment très peu. On pourrait d'ailleurs s'interroger si on le faisait à l'échelle vraiment micro, à proximité d'autres attentats à l'espace parisien, comme ce que vous avez fait pour le 13 novembre. Et
j'ai vu donc fleurir des plaques commémoratives dans mon quartier liées au 13 novembre de manière assez importante, puisque il faut savoir que déjà, au moment du 13 novembre, il y a la commémoration des attentats de janvier, qui sont autre chose que les attentats de Charlie, puisqu'il ne faut pas oublier que quand même l'hypercachère a aussi été visé, Clarissa Jean-Philippe a été tuée. Et à ce moment-là, donc la commémoration de janvier est en route quand novembre se passe. Donc la première plaque qui installe dans l'espace public les attentats de novembre, elle est inaugurée en janvier 2016. Donc c'est complètement une chronologie qui n'a rien à voir avec la commémoration habituelle. Et c'est celle qui était au départ place de la République, par terre devant le chêne du souvenir, et qui maintenant a été reconstruite et plus patrimonialisée pour qu'elle soit plus visible. Et ensuite, au premier anniversaire, il y a des plaques qui sont posées à proximité des lieux touchés par le 13 novembre, mais pas vraiment devant ces lieux, peut-être on en reparlera. Et donc moi, j'avais vraiment étudié ces plaques, les usages sociaux qui en étaient faits, et puis un jour, un collègue m'a demandé un article sur les plaques commémoratives des attentats à Paris, et j'ai dit, pas de problème, je m'y connais. Et puis quand j'ai commencé à chercher, en fait, je ne m'y connaissais pas du tout. Et je me suis aperçue que depuis 1974, donc pourquoi je prends 1974 comme date d'une certaine moyenne durée, c'est parce que donc, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, ce serait intéressant de le savoir, qui s'en souvient, c'est la date de l'attentat du drugstore Saint-Germain qui fait plusieurs victimes, plusieurs blessés et plusieurs morts, et qui marque aujourd'hui, en termes de politique publique, c'est cette date qui marque le début de la période du terrorisme contemporain, à plusieurs titres. Donc, vous le savez peut-être, aujourd'hui, on peut se voir honoré d'une médaille de victime du terrorisme si on a été touché par un attentat qui est survenu après 1974, donc première cristallisation d'une date. Et par ailleurs, le musée mémorial du terrorisme, la date d'origine de son exposition permanente, il a été décidé que ce serait 1974. Même si d'autres périodes seront traitées dans les expositions temporaires. Et pourtant, si on va à Saint-Germain-des-Prés, c'est en gros là où il y a le Emporio Armani aujourd'hui, je ne fais pas de publicité, mais bon, c'est pour ceux qui passent là-bas, il n'y a pas de plaque. Et donc j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a environ 150 attentats qui sont survenus dans l'espace parisien depuis 1974. Et avant les attentats de 2015, plus largement, pas seulement le 13 novembre, il n'y avait que 5 plaques qui commémoraient ces attentats dans l'espace public, qui sont les 2 plaques des attaques antisémites contre la synagogue Copernic et le restaurant cachère Goldenberg de la rue des Rosiers, les 2 plaques qui sont dans les RER de 95 et 96, et la plaque, qui est très originale, posée devant le magasin Tati, rue de Rennes. C'est les 5 plaques qui existaient avant. C'est tout, sur 150 attentats. Et ce qui est intéressant, quand j'ai continué l'enquête, c'est que je me suis aperçue qu'aucune de ces plaques n'avait été posée par la ville de Paris. Et quand j'ai repris tous les débats du conseil municipal qui ont suivi ces attentats, et les attentats sont discutés, notamment en termes de sécurité, évidemment, on y reviendra peut-être, mais la question de la commémoration de ces attentats n'est jamais posée. Et donc, vraiment, la séquence de 2015 a tout changé, et elle a tout changé pour 2015, mais elle a aussi créé le début d'un nouveau rythme de commémoration, puisque depuis, la commémoration est presque systématique. Donc il y a eu 2 autres attentats au couteau qui ont en 2017 et 2018, qui ont eu lieu en 2017 et 2018. Et pour le premier anniversaire, ces deux espaces ont été patrimonialisés par une plaque commémorative. Tant et si bien que, par exemple, sur les Champs-Élysées, non loin d'ici, il y a une plaque qui commémore l'assassinat d'un policier, Xavier Juglet. Et à proximité, c'était la galerie Claridge, où il y a eu un attentat dans les années 80, qui a fait plus de morts et plus de blessés, et cet attentat n'est pas du tout présent dans l'espace public. Donc, ce qui est intéressant, et ça ne concerne pas que les attentats, c'est bien de comprendre que, évidemment, la mise en commémoration et la mémorialisation, elle crée toujours de l'oubli et de l'effacement, et donc elle crée une forme de récit qui est bien particulier.
On reviendra après tout à l'heure avec toi sur le rôle aussi des archivistes de la ville de Paris et justement dans la collecte de ce que tu as appelé les mémoriaux. Peut-être avant de te donner la parole, Volodya, j'aimerais qu'on écoute un deuxième extrait qu'on a choisi ensemble qui s'appelle L'attaque des terrasses, toujours tiré de l'adaptation que tu as fait pour France Culture du livre de Laurent Godet. Deuxième partie, le règne. Une voiture surgit. Elle roule trop vite. Est-ce que vous l'entendez? Aucun d'entre nous ne peut comprendre ce qui s'approche. 3 jeunes en descendent. Est-ce que vous les voyez? Personne ne peut imaginer ce qu'ils sont sur le point de faire. Nos esprits essayent de mettre un nom sur cette situation. Bagarre de rue. Esclandre. Ivresse. Nous ne comprenons pas parce que la mort n'est jamais aussi difficile à reconnaître que lorsqu'elle se montre nue. Ce qu'il faudrait, c'est les voir arriver chargés de ce qu'ils ont déjà fait. Ce qu'il faudrait, c'est voir leur vrai visage, celui de leurs choix successifs et donc de leur histoire. Ne pas s'arrêter à leur ère de gamin. Être capable de voir qu'ils ne sont animés que de mort, que du plaisir de la donner. Non, pas de donner. Ils ne donnent rien, même pas la mort. Prendre, c'est cela qu'ils font. Ce qu'il faudrait, c'est les voir surgir en haut de la rue. Non pas dans cette voiture noire, mais sur un pick-up avec leur kalachnikov dressé vers le ciel, animés de toute leur fierté putride de mâle, cartouche en bandoulière, traînant derrière eux un corps supplicié, comme certains d'eux l'ont fait, là-bas, dans ce pays où ils ont appris la mort. C'est ce monde-là qui surgit et qui pile devant nous. Mais nous ne voyons qu'une voiture noire s'arrêter et 3 jeunes gens en sortir. Nous sommes à Paris, à la terrasse d'un café. Cela nous protège. Ici, il ne peut rien se passer de grave. Nous sommes à Paris. Est-ce que c'est toi qui as été interrompu dans ta phrase ou moi? Est-ce que c'est toi qui étais dos à la rue? Je renverse mon verre. Un geste brusque. Je viens de les voir surgir, mais mon attention se focalise sur la table. Mon verre de vin blanc est tombé. L'alcool coule sur le trottoir et cela occupe tout mon esprit. Je pense que je suis bête, que c'est ridicule, que je vais étacher mon pantalon, que le verre est cassé, que cela va rompre quelque chose de la magie de ce que nous sommes en train de vivre. Cela prend toute la place dans ma tête et m'empêche de comprendre qu'il faut que je me couche à terre, qu'il faut que je te dise de te plaquer au sol, car tu ne vois pas, toi, ce qui vient sur nous. Et lorsque tu te retournes enfin, il commence à tirer. Sur toi, sur moi, sur tout. Il tire. J'entends des bruits dans la rue. Je vais à la fenêtre et écarte les rideaux. Je m'attends à une bagarre ou à un accident. Mais ce n'est pas cela. Des hommes sont en bas de chez moi, avec des armes, et tirent. Il y a des gens à terre. Que se passe-t-il? Il tire. Il tire. Il tire encore. Cela ne s'arrête pas. Sur ceux qui étaient assis à côté de nous, sur ceux à qui nous parlions, sur ceux qui essaient de s'enfuir. Il tire. Il tire. Ils prennent tout leur temps. Toi, oui. Toi, pas. Le hasard est arrivé. Il est sur nous. S'amuse en poussant nos vies du bout des doigts. Toi, oui. Toi aussi. Volodya, on a parlé depuis le début de notre conversation du rôle des sciences sociales dans cette mémoire. On a parlé du rôle des pouvoirs publics. Avec Sarah, c'est quoi le rôle de la fiction? Le rôle de réalisateurs comme toi, le rôle des artistes. Il y a une série en ce moment qui est diffusée sur France Télévisions. Il y a eu beaucoup de romans. Là, il y a cette adaptation du roman de Laurent Godet. C'est quoi le rôle de la fiction et qu'est-ce que tu as voulu faire à travers cette adaptation? C'est une question compliquée et vaste. Je dirais peut-être plus largement le rôle de l'art. La fiction, si on veut la définir, c'est compliqué de la définir, mais c'est peut-être d'inventer des histoires. Alors là, on s'attache à des histoires qu'on n'invente pas, on s'attache à restituer des histoires qui se sont produites, des histoires individuelles et collectives. Sur ce type d'événement, il est très difficile de fabriquer de la fiction. Et donc, en fait, ce qui existe la plupart du temps, ce sont des œuvres qui
qui tente de reconstituer les faits et de mettre des mots ou autre chose, hein, parce que là, nous, notre arme, c'est les mots, mais il y a dans d'autres arts d'autres types de vecteurs. Donc nous, notre vecteur, c'est les mots, mais donc de mettre des mots sur ce qui s'est passé et d'essayer de comment dire, de nous livrer un processus que je définirais comme un processus d'identification affective, qui est le propre finalement du métier de l'acteur, et peut-être en tout cas aussi une partie de la démarche de l'écrivain. C'est-à-dire comment essayer, avec toute la délicatesse qui est celle de Laurent Godet, de se mettre à la place de quelqu'un et de donner voix à travers cette... comment dire, ce qui est intéressant justement, c'est qu'il s'agit d'un regard différent du regard de ceux qui ont vécu directement les événements. Comment est-ce qu'une subjectivité s'empare d'un événement qu'il n'a pas vécu et fabrique quelque chose avec ça, voilà, pour en rendre compte. C'est quoi les questions que vous êtes posées avant de faire cette adaptation et les éléments sur lesquels vous avez été vigilants? Vous m'avez parlé tout à l'heure en préparant, il y a une dimension de pudeur liée à la pudeur. C'est quoi les choix et les questions que vous êtes posées justement pour faire certains choix et pour ne pas en faire certains autres? C'est vrai que c'est très compliqué parce que là, dans l'extrait que vous avez entendu et qu'on a choisi de faire figurer ce soir, on entend les coups de feu, par exemple. C'est un choix qui s'est fait très tardivement dans la post-production de ce projet. On a hésité, j'ai hésité jusqu'au bout à faire entendre ces coups de feu, parce qu'il y a toujours un risque, comment dire, d'indécence dans la manière dont on parle des choses, dont on représente les choses. On est sur une ligne de crête, et ça a été un peu le mot d'ordre de ma direction d'acteur, avec tous les comédiens avec lesquels j'ai travaillé sur ce projet. Je leur ai dit, voilà, il faut qu'on assume la littérarité du texte, parce que c'est dans cette littérarité, l'aspect littéraire, écrit, qui est assumé dans le jeu des comédiens, que réside la distance salutaire qui existe entre ce qui est arrivé à ces gens et la manière dont nous, on le raconte. Et donc, du coup, le fait de faire entendre très concrètement les coups de feu ou des cris des gens, c'est très problématique, parce que tout d'un coup, c'est comme si on franchissait une limite, cette limite de la pudeur, et il faut la franchir. Voilà, l'idée était de la franchir un peu par effraction dans la fiction. Donc ces moments sont assez peu nombreux, dans lesquels on entend vraiment un travail qu'on peut qualifier de travail d'ambiance réaliste, qu'on a fabriqué nous-mêmes. Et voilà, et toute la question est de définir la limite et de trouver l'équilibre entre une représentation un tout petit peu réaliste des choses et puis une représentation un peu plus symbolique. Cher Bernard, je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez ministre de l'Intérieur au moment du 13 novembre 2015. 10 ans après, comment vous appréhendez ces commémorations que l'on va fêter dans quelques jours? Comment vous appréhendez ces moments-là, 10 ans après, même intimement par rapport à ce que vous avez vécu il y a 10 ans? Voilà votre appréhension des jours qui vont venir dans quelques jours. Bon, d'abord, ces événements restent extrêmement présents dans la mémoire. C'est comme s'ils venaient de se produire. Je me souviens très précisément de ce qu'a été la journée, l'enchaînement des différentes séquences de cette journée, le moment où j'apprends que l'attaque commence, et le déroulement de toute la soirée jusqu'à notre arrivée au Bataclan avec le président de la République et le Premier ministre, et la nuit qui va suivre, puisque nous décidons cette nuit-là de prendre des dispositions de blocage des frontières, de mise en place de l'état d'urgence, dans un contexte où nous ne savons pas combien de terroristes sont à l'origine de cet attentat, s'il n'y aura pas d'autres attaques sur le territoire national, si ce n'est pas une attaque massive décidée à partir de l'état-major de Daesh situé à Raqqa, qui pourrait concerner le pays dans son ensemble et éventuellement d'autres pays de l'Union européenne. Au moment où nous prenons ces décisions, nous sommes dans l'état d'esprit de dirigeants d'un pays qui peut se trouver attaqué très, très massivement. Et comme nous ne savons pas si ce sera le cas ou pas, nous sommes obligés de prendre toute une série de dispositions. Donc le souvenir que j'ai de cette soirée, c'est le choc,
c'est la concentration autour de la nécessité d'assurer la protection des Français, et c'est aussi l'effroi face à l'ampleur de cette attaque et aux images que nous allons découvrir quand nous allons nous rendre sur place. Donc tout ça est très présent. Et donc pour moi, cette commémoration nécessaire à la fois pour le pays, les victimes qui rentrent dans un exercice mémoriel que vous avez très bien décrit, il est bien entendu très, très douloureux parce que c'est une résurgence de quelque chose qui ne nous a jamais quittés. Et bien entendu, la pensée va d'abord vers les victimes parce que si les choses sont ainsi perçues pour ceux qui ont exercé des responsabilités publiques à l'époque, j'imagine ce que c'est pour toutes les victimes des attentats, et notamment des attentats du 13 novembre. Et pour rencontrer un certain nombre de ces victimes ou de leurs familles encore aujourd'hui, je sais combien ces commémorations sont nécessaires et combien elles sont une épreuve. Et donc, vous me posez la question de savoir comment je les vis. Je les vis comme une résurgence d'événements qui ne m'ont jamais quitté depuis qu'ils ont eu lieu. Et on en a parlé un peu avec Sarah tout à l'heure. C'est quoi le rôle du politique, justement, dans ces commémorations? Et quel est le rôle du politique pour faire en sorte, par exemple, que la mémoire, dans 10 ans, ne s'estompe pas? Bon, d'abord, ces commémorations, je ne sais pas comment vous les vivez vous-même dans vos fonctions de chercheurs, de scénaristes, de producteurs, mais moi, je les vis comme une occasion, lorsque j'accepte de participer à des moments comme celui-ci, ou les 2 ou 3 émissions que j'ai accepté de faire, comme un moment d'explication de ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que ces événements se sont produits, quelles ont été les responsabilités qui nous incombaient à l'époque, quelles ont été les failles dans les dispositifs mis en place. Toutes ces questions reviennent. Donc ces commémorations, elles sont une occasion de rendre des comptes et de réexpliquer ce qu'ont été ces événements. Et vous posez la question de savoir à quoi elles servent et en quoi elles peuvent être utiles. Elles peuvent être utiles pour la compréhension d'un phénomène dont, en dépit de la qualité, de la profondeur, de l'ampleur des recherches, nous ne savons encore que peu de choses, puisque le terrorisme qui s'empare de cette période des années 2010 et qui se poursuit aujourd'hui, même si les attaques sont d'une moindre intensité, ne ressemble pas du tout au terrorisme des années 80 dont vous avez parlé. Dans les années 80 ou même dans les années 70, sont des groupes qui sont situés dans des pays étrangers, qui arrivent sur le territoire national, qui commettent des attentats perpétrés par des sociétés quasi secrètes. Par exemple, les attentats des années 90 sont des attentats qui sont perpétrés par des individus qui vivent au Maghreb, essentiellement, qui sont d'anciens vétérans de la guerre d'Afghanistan, qui se sont radicalisés pendant la guerre d'Afghanistan et qui commettront des crimes à l'égard de leurs frères musulmans en Algérie, et des crimes très nombreux. Ce qu'a fait le GIA en Algérie, c'était des années de crimes terroristes quotidiens, avec vraiment des crimes abjects. Donc ils se projettent en France et ils repartent. C'est pas du tout ce à quoi nous sommes confrontés en 2010. Nous sommes confrontés à ce que Gilles Kepel appellera un terrorisme d'atmosphère ou un terrorisme low cost, c'est-à-dire des individus qui partent à partir de la France et de l'Europe sur le territoire des théâtres terroristes en Irak et en Syrie, qui sont entraînés d'abord par le Jabhat al-Nusra, puis par Daesh, et qui reviennent pour frapper leurs frères et nos compatriotes sur le territoire national. Et ces individus-là, ils peuvent ne jamais avoir fréquenté de société terroriste. Ils peuvent d'ailleurs même, pour un certain nombre d'entre eux, ne pas avoir été musulmans, ne pas être musulmans par culture ou par famille, mais s'être convertis. Et ils se sont radicalisés beaucoup plus dans la fréquentation d'Internet. Moi, je me souviens, dès mon arrivée Place Beauvau, qu'on me projette des vidéos qui sont faites par un personnage qui s'appelle Omar Diaby, qui réalise des vidéos extrêmement sophistiquées, les diffuse sur Internet et essaie de convaincre à travers ces vidéos des jeunes Européens de s'engager dans des opérations terroristes. Et ces vidéos sont virales, elles sont accessibles. On ne dispose pas d'outils législatifs en 2014, en avril 2014, pour les bloquer. Des jeunes partent, ils reviennent et ils frappent. C'est un terrorisme
que Keppel appelait d'atmosphère ou terrorisme low cost, qui peut conduire des centaines de jeunes à partir. En 2014, quand j'arrive à Beauvau, il y a 350 jeunes à peu près qui sont partis. En janvier 2015, 9 mois après, il y en a 1200, en quelques mois. Et nous n'avons pas, avant novembre 2014, d'instruments pour les empêcher de partir, puisque nous mettons sur le métier la loi de novembre 2014 relative à la prévention du terrorisme, qui mettra en place l'interdiction de sortie du territoire, de tout territoire, etc. Mais cette loi, elle doit passer en Conseil d'État, en Conseil des ministres, puis passer au Parlement, puis être adoptée, puis passer au Conseil constitutionnel. Elle ne sera adoptée qu'en novembre. Et les décrets d'application, parce que ce sont des décrets qui touchent des matières qui peuvent concerner les libertés publiques, ce sont des décrets en Conseil d'État qui ne permettront d'avoir les décrets d'application qu'en février. Et les attentats interviennent en janvier. La loi sur le renseignement ne sera adoptée qu'en juillet. Donc c'est toute cette réalité complexe aussi que ces commémorations permettent de reconstituer, parce que cette époque-là, je l'ai vécue dans ma fonction comme une course contre la montre. Nous savons que nous pouvons être frappés à tout moment, mais les moyens dont nous avons besoin pour protéger les Français, tout ce qui relève de la prévention du terrorisme, implique des dispositions législatives, et pour ce qui concerne le rehaussement des moyens des services de renseignement de la police, des décisions budgétaires qui ne peuvent être prises que dans le cadre du respect des principes de l'état de droit, c'est-à-dire, et tant mieux, c'est-à-dire la discussion parlementaire, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc ces commémorations, elles sont aussi pour moi l'occasion de réexpliquer tout ça, parce que même si on est loin, même si la mémoire s'est effacée, même si le temps qui passe efface les choses, les gens se souviennent des questions qu'ils ont à nous poser. Et ils les posent. Et il faut leur répondre. Alors, je te laisserai réagir, Sarah. Juste avant de te donner la parole, Jörg, j'aimerais qu'on écoute un extrait qui s'appelle Les Standardistes. Si vous pouvez le retrouver, les amis de la régie, on va écouter les Standardistes. Et Jörg, je te pose une question justement sur les Standardistes et je vous laisserai évidemment. Le standard n'arrête pas de sonner. Aucun d'entre nous n'a jamais vu ça. À peine raccroché, il faut décrocher de nouveau. Je suis peut-être Evelyne, qui répond aux appels d'urgence depuis 15 ans. Ou Jérémy, qui vient d'arriver. Carole. Pascal. Peu importe. Nous sommes tous à notre poste, essayant de calmer la personne à l'autre bout du fil pour que le récit devienne clair. Ce sont des passants, ceux du trottoir d'en face. Des gens qui ont accouru, se sont cachés. On criait à l'aide ou sont restés quoi? Ce sont ceux qui sont aux côtés des blessés, tremblent de peur et ne savent pas quoi faire, demandent des conseils, essaient de décrire ce qui les entoure. Ceux qui ont vu un fragment de scène à la fenêtre se sont accroupis, pétrifiés, et serrent maintenant leur téléphone à deux mains. À tous, nous disons de parler lentement, de nous expliquer où ils sont, ce qu'ils ont vu, si des gens saignent autour d'eux. Tous, qui que nous soyons, Carole, Evelyne ou Pascal, cela n'a plus d'importance. Nous sommes juste ces voix qui reçoivent la panique et l'effroi. Nous devons rester calmes et directifs. C'est ce qu'on nous a appris. Il faut donner des consignes, poser des questions simples, avancer pas à pas. Sommes-nous sur la ligne de front? Faisons-nous partie du combat? Je me pose la question. Je sais que les autres se la posent aussi. Peut-on dire que nous sommes dans les rues, nous aussi, que nous vivons ces instants de terreur et que nous en serons blessés à jamais? Jörg, dans votre livre, vous abordez une question importante qui est les mémoires oubliées. Les mémoires oubliées, par exemple, de certains policiers au Stade de France. On peut aussi parler mémoires oubliées de ces standardistes, les mémoires oubliées peut-être de certaines infirmières. Quelles sont justement ces mémoires oubliées? Est-ce que vous l'avez mesuré dans le cadre du projet 13 novembre? De manière générale, il y a plus de mémoires oubliées que de mémoires présentes ou remémorées ou rendues visibles. Ça, c'est un constat assez général. En ce qui concerne le 13 novembre, effectivement, on a caractérisé ça ou on a décrit cela comme la double peine de la victime. Puisque vous avez des victimes qui ont disparu du récit collectif, qui ne sont plus présents et qui le disent, que ce soit dans l'étude 1000 ou même à travers une enquête en population générale. Donc double peine de la victime, pourquoi? Parce que non seulement ces personnes-là ont été victimes aussi, parce qu'ils étaient soit sur place ou concernés d'une autre manière. En tout cas, ils ressentent ou ils se sentent comme victimes, mais ils ne sont pas représentés ou ils ne font pas partie du récit qui est écrit autour de cet événement-là. Donc, vous voyez très bien, il y a
des personnes qui disparaissent, dont la mémoire disparaît du récit collectif, et ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont encore présents ou qui s'expriment. D'ailleurs, je vous donne un exemple, les associations des victimes des attentats m'ont dit, il y a 3 semaines, lors d'un colloque, ils m'ont dit, vous savez, quand les journalistes nous interrogent, nous appellent pour nous interviewer, ils appellent uniquement les victimes du Bataclan. Parce que le 13 novembre, synonyme Bataclan. Et ils appellent jamais, ou ils interrogent très rarement, les victimes Stade de France ou qui se trouvaient ailleurs, pas forcément sur place, au Bataclan. Donc vous voyez très bien, il y a une prise de conscience aussi côté association, victime, c'est un ressenti qui correspondent à quelque chose de réel. Et la réaction est importante, puisque la réaction est la suivante. Ces associations de victimes ou les personnes interrogées finalement par les journalistes, à chaque fois, ils rappellent aux journalistes qu'il y avait aussi les autres. Il faut aussi parler des autres. Et donc vous voyez, la commémoration finalement, c'est aussi cet effort-là, de rendre visible ce qui est invisible. Ça engage une responsabilité, la responsabilité des pouvoirs publics, mais aussi la responsabilité même des victimes. Sarah, je crois que tu voulais réagir dans ce que disait Bernard Cazeneuve, le rôle des commémorations dans l'explication aussi à refaire de la cause justement de ces attentats et peut-être le décryptage aussi de la menace qui reste et qui demeure. Alors oui, je voulais rebondir et puis peut-être dire quelque chose aussi par rapport à ce que vient de dire Jörg. Pour dire, bon, les attentats des années précédentes, il y a aussi d'autres types d'attentats. Parce que là, par exemple, on n'a parlé que d'attentats qui ont un lien avec l'islam, mais il y a aussi eu des attentats d'extrême gauche, des attentats d'extrême droite. Ça, je pense que c'est aussi dans une société qui quand même se tend beaucoup, où la violence des interactions, c'est aussi important de le rappeler. De ce point de vue-là. Mais par contre, pour ce qui est des commémorations, et j'entends très bien que, en tout cas à titre personnel, c'est cet état d'esprit qui est le vôtre, mais pour l'instant, c'est pas vraiment l'état d'esprit qu'il y a eu des commémorations annuelles jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que les lieux de mémoire, les plaques elles-mêmes ne portent même pas mention de la cause de l'attentat, du mécanisme de l'attentat, à part quand il y a une mention d'un attentat antisémite, mais sinon, les commémorations, elles donnent d'abord, et c'est tout à fait normal, la place aux victimes et quand même à l'émotion. On est encore dans un registre de l'émotion plutôt que de la compréhension, et probablement, précisément, le 10e anniversaire va probablement marquer un passage dans un autre type de registre dominant aussi parce que il va y avoir l'institutionnalisation du musée mémorial du terrorisme, qu'il y a le monument du jardin mémorial qui est inauguré, qui se situe déjà à un autre niveau. Et je voulais aussi aller dans ce sens sur l'invisibilisation et sur finalement c'est quoi le 13 novembre ? Ça commence et ça s'arrête où ? Le 13 novembre, c'est pas que la nuit du 13 novembre. Et si on parle de ces questions d'invisibilisation, par exemple, on sait que l'attaque a aussi touché le Stade de France, et on sait que le 18 novembre, à Saint-Denis, les gens de Saint-Denis, eux, l'événement, c'est aussi le 18 novembre, l'attaque de l'avenue de la République, qui a eu des conséquences très importantes pour un certain nombre d'habitants. Et quand il y a eu le procès des attentats du 13 novembre, cette question de est-ce que ces victimes-là sont des victimes de l'attentat, c'est des victimes de quoi ? Elles se pensent victimes et elles ont subi un préjudice quelque part. Et finalement, ça s'inclut comment ? Donc il y a aussi ces enjeux de définir l'événement lui-même qui, à mon avis, participent du discours sur la commémoration. Et c'est vrai que les associations de victimes, qui sont elles-mêmes quand même, qui se répartissent avec un barycentre différent par rapport aux différents lieux, puisque, vous le savez, il y a peut-être des gens de ces associations dans la salle. Life for Paris est plutôt quand même composé, pas que, mais de gens qui ont un lien plus direct avec le Bataclan et qui aussi sont plus des jeunes, enfin des gens qui étaient sur place. Tout ça, c'est une tendance. Hein. Et 13, 11, 15, c'est plutôt des parents endeuillés, donc la génération du dessus.
Et les 2 présidents et vice-présidentes, leurs enfants ne sont pas morts au Bataclan, mais sont morts sur les terrasses. Donc voilà, c'est aussi ça qui participe de la commémoration, et c'est normal, parce que ça, je pense que ce qui est en commun avec la posture de l'artiste, c'est que finalement, ce souvenir, on dit mémoire individuelle, mémoire collective. Moi, en tant que sociologue, c'est pas vraiment des catégories qui me semblent les plus opérationnelles, parce qu'en fait, la mémoire, c'est toujours un point de vue. Quand on se souvient toujours de quelque part. Qu'on soit invisible, marginalisé, au centre de l'histoire, on est un point de vue. Et ça, c'est ce que on a tous en commun. C'est la part d'artiste qu'on a tous en commun. Parce qu'on a aussi un point de vue sur l'événement, et notre récit, il va naître d'où on parle. Et ce qui est important, et ce qui est frappant dans ce que j'ai entendu, c'est la polyphonie des voix. Je pense que c'est tout à fait voulu. Je ne découvre rien. Mais ça marche vraiment. Parce que c'est aussi ça qui fait la mémoire collective, c'est cette polyphonie. Et donc le rôle, je pense, des chercheurs, probablement du politique, si on va dans ce sens, c'est de créer une polyphonie suffisante pour qu'il n'y ait pas qu'une personne qui impose son point de vue, parce que c'est quand même un événement qui est collectif de ce point de vue-là, dans le sens où il doit laisser la place à plusieurs points de vue. York, 2 mots et après Volodya. Ouais. Vas-y, Justin. Oui, effectivement, je pense que cette idée d'expliquer lors des commémorations, cette idée-là, elle est fondamentale. Elle est totalement centrale. On a posé la question aux Français, comment expliquez-vous les attentats? Et ce qu'on a vu, le résultat de cela, l'analyse, nous a révélé des choses absolument extraordinaires. Parce qu'en fait, les explications que les Français donnent aux attentats du 13 novembre est dépendant et tributaire du contexte sociopolitique du moment. C'est-à-dire, à un moment où on a un récit collectif ou un débat politique sur l'immigration ou une crise migratoire européenne, la principale raison des attentats du 13 novembre va être l'immigration. Au moment où on vit dans une société où on parle beaucoup d'islam, des religions, etc., ça va être les tensions religieuses, 2024. En 2016, les tensions religieuses n'étaient pas citées comme raison donnée aux attentats. Vous voyez, c'était Daesh. Donc vous voyez à quel moment et à quel point, finalement, la mémoire collective va révisiter en permanence une question aussi importante que celle des raisons qu'on donne à un événement aussi tragique. Donc je trouve ça assez extraordinaire comme constat, mais ça engage en même temps la responsabilité de l'ensemble des acteurs qui participent à une commémoration. Il faut garder en tête cette idée-là, comme quoi la mémoire, elle est dynamique, elle est tributaire aussi des cadres sociaux, donc ce qui se passe dans la société, et de manière parfois assez forte. Bernard Cazeneuve, je vous laisse réagir, et juste après, Volodya. Oui, je voulais revenir sur ce que vous indiquiez tout à l'heure, sur le fait que la commémoration ne permet pas nécessairement d'arriver immédiatement à l'explication, compte tenu de la manière dont elle est organisée et de ce que présente, y compris les plaques apposées sur les bâtiments. Bon. C'est vrai, mais si l'on veut atteindre l'objectif de la pluralité des points de vue sur un événement que nous avons vécu différemment, il faut admettre aussi que chacun s'exprime sur le moment commémoré en fonction de ce qu'a été son expérience et sa lecture. Et d'ailleurs, ce dialogue, je le trouve très intéressant de ce point de vue-là. Parce que pour la première fois depuis que ces attentats ont été perpétrés, j'ai l'occasion d'avoir une discussion, non pas avec des journalistes, non pas avec d'autres politiques, non pas avec des responsables de la sécurité, mais avec des chercheurs qui portent sur ces événements un regard qui n'est pas celui que j'ai le plus rencontré depuis 10 ans. Parce que l'obsession qui a été la nôtre et l'interrogation qui nous a constamment été adressée, interrogeait les politiques publiques, l'analyse qui avait présidé à la mise en œuvre des politiques publiques et les conclusions que nous tirions des événements quant aux modifications qui devaient être apportées aux politiques publiques. Moi, les questions qui m'ont été posées pendant les attentats et depuis, c'est quelle était votre analyse de la situation,
quelle était la nature de ce terrorisme. Et vous avez raison de dire qu'il y a eu action directe, des attentats d'extrême droite, mouvement de l'Ouest, etc. Il y a eu plein d'attentats de nature différente. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme politique publique face à ce terrorisme d'un type nouveau qu'on n'avait jamais vu surgir? Qu'est-ce que vous avez fait au plan européen? On parlait de la situation migratoire. Il est vrai que cet attentat se produit pendant la crise migratoire, que des terroristes passent les frontières extérieures de l'Union européenne à ce moment-là. Mais ceux qui constituent le cœur du commando sont des Belges, qui arrivent sur le territoire national à la dernière minute. Et ils auraient de toutes les façons trouvé à commettre ces attentats, même si les individus ne s'étaient pas infiltrés. Et en même temps, nous avons été amenés à faire là aussi des modifications de politique publique très complexes et très lourdes, sur lesquelles il est difficile de rendre des comptes, mais il faut les expliquer, parce que comme il y a toute une série de sujets qui sont évoqués, il faut parvenir à faire en sorte que ces commémorations soient une occasion d'élucidation, d'explication, de mise en perspective. Je prends un exemple très concret. Les ressortissants de l'Union européenne qui étaient sur le théâtre des opérations bénéficiaient de la libre circulation au titre du code frontière Schengen. Donc quand ils franchissaient les frontières extérieures dans les aéroports, ou quelles que soient les modalités de franchissement de ces frontières extérieures, ils n'étaient pas contrôlés. Donc nous étions, c'était juridiquement imparable, c'était l'état du droit. Ils partaient sur les théâtres d'opération, ils revenaient, ils n'étaient pas contrôlés. Donc l'une des obsessions qui était la nôtre, c'était, notamment Theresa May, Thomas de Maizière et moi, qui étions 3 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, c'était faisons en sorte que les ressortissants de l'Union européenne qui bénéficient de la libre circulation soient contrôlés. Mais tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Il y avait toute une série d'acteurs européens qui ne voulaient pas entendre parler de ça. C'était une remise en cause des fondements de la construction européenne. Il a fallu convaincre le Parlement européen, ça a pris des mois et on a abouti à la modification de l'article 7-2 ou 7-8 du Code frontière Schengen. Mais tous ces sujets-là qui sont d'une extrême complexité et qui, dans une période où ces questions demeurent et sont parfois préemptées et abordées de façon particulière, ces commémorations sont forcément, pour nous qui avions une responsabilité publique, une occasion d'interrogation de toute une série d'acteurs sur ces sujets. Et ce qui est très intéressant dans le débat de ce soir, et pour moi nouveau, c'est qu'on me dit, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que votre point de vue, celui des journalistes. Il y a le point de vue de toute une série d'acteurs qui, croisant leur regard, parviennent à restituer au moment de la commémoration la réalité de façon différente. Et ça, je crois que c'est très juste, je crois que c'est très précieux, et je crois que c'est démocratiquement très nécessaire. Volodia, en tant qu'artiste, on se posait la question tout à l'heure, qu'est-ce que ce moment des attentats, alors on a évidemment janvier, le 13 novembre, a eu comme impact dans la création? Le débat public a été beaucoup structuré à travers et autour de la notion de résilience. Population résiliente, peuple parisien résilient. Mais est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que ça a eu un impact ou pas, selon toi, dans la création, dans la capacité des artistes à écrire, à produire? Et s'il y a eu un impact, de quel ordre a-t-il été? Oui, c'est un mot qui est devenu un peu repoussoir, le mot de résilience. Il y a des gens qui sont un peu allergiques à ce mot-là maintenant parce qu'on le met un petit peu à toutes les sauces, depuis notamment les attentats de 2015. Moi, je pense qu'en fait, ça a agi comme une sorte de coup de fouet pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'est tous rendu compte, on a tous eu une vision tout d'un coup du monde dans lequel on vivait, de la chance qu'on avait de vivre dans le monde dans lequel on vivait, de ce que ça pouvait vouloir dire que de vivre dans une démocratie aussi imparfaite qu'elle soit. C'est le système, ce que disait Churchill, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Donc on s'est tous rendu compte de ça, et je veux dire, nous, les artistes, on n'est pas des gens très différents des autres, on vit dans la même société, on a les mêmes problématiques, c'est juste qu'on a une manière
on traduit ça un peu différemment et notre métier repose sur des choses différentes. Mais donc je pense que ça a plutôt créé une émulation, un désir de créer, une stimulation, un désir de revendiquer certaines choses. Nous, on est du côté de la vie, de l'existence. On est, comment dire, d'une certaine manière, on est les défenseurs de la pulsion de vie, quoi. Voilà. Donc face à la pulsion de mort, nous, on a eu envie, je crois, d'imposer encore plus que d'habitude une pulsion d'existence, une pulsion de vie. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as réuni 42 comédiennes et comédiens pour ce projet, ce qui est beaucoup pour un podcast de ce type. Pourquoi les comédiennes et comédiens, dont certains sont extrêmement connus, et je ne les ai pas cités, mais je vous laisse le découvrir, pourquoi ils ont accepté de travailler avec toi et de travailler sur ce sujet, sur cet objet? Est-ce que justement, c'est par rapport à ce qu'on dit depuis le début de cette discussion, parce que chacun a une mémoire très particulière de cet événement, chacun a quelque chose à dire, chacun finalement se souvient de ce qu'il faisait, l'impact de la mémoire flash dont on a parlé tout à l'heure? Alors, c'est pour plein de raisons. D'abord, c'est France Culture. C'est vrai, les comédiens sont très heureux de venir travailler pour France Culture. Ensuite, c'est un texte qui est magnifique. C'est le texte de Laurent Godet. Et puis, évidemment, ça peut aussi être moi, mais parce que je peux avoir des liens, particuliers avec certains d'entre eux. Mais il faut aussi parler des comédiens, je dirais pas lesquels, parce que c'est leur choix, qui n'ont pas voulu travailler sur ce projet. Mais il y en a aussi, parce qu'en fait, ils ne se sentaient pas la force de travailler là-dessus et de prêter leur voix et de retraverser ces événements à travers leur travail d'artiste. Donc ça arrive aussi, et il faut respecter ça. Chacun a une manière particulière de vivre et de traverser ces événements et de vouloir ou pas apporter. Nous, ce qu'on apporte dans notre métier, c'est ce qu'on est. Je veux dire, notre matériau, notre outil de travail, c'est notre voix, c'est notre corps, c'est ce qu'on trimballe. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'il y ait des gens qui ne veuillent pas le faire. Voilà aussi. Sarah, je te laisse réagir. Et Jörg, je t'interroge juste après sur la place du procès V13 dans cette mémoire. C'est un élément qui est très intéressant dans nos livres. Mais Sarah, je te laisse réagir. Je voulais juste rebondir sur la question des artistes, puisque moi, vous l'aurez compris, un de mes lieux d'observation, c'est l'espace public. Et ces attentats du 13 novembre et aussi de janvier, il y a des artistes particuliers qui ont été les premiers à réagir, c'est les street artistes, puisque ça a donné lieu à une profusion d'œuvres dans l'espace public assez phénoménale. Et ça, il y a aussi des travaux sur la production de graphes et d'œuvres d'art dans l'espace public. Et ça a aussi, en fait, resitué l'espace public comme un lieu pertinent pour l'expression artistique dans une société qui est de plus en plus digitale. Donc ça a redonné une valeur aussi commune à l'espace public, parce que finalement, tout le monde était tellement éclaté que cette occupation de l'espace public, et notamment par des artistes, alors bien sûr, c'est des œuvres qui ne se conservent pas forcément. Il y a eu des campagnes photographiques. Moi, je pense, à titre personnel, avoir été la première à photographier tous les street artistes du quartier. Et c'est vrai que c'est une trace qui est quand même symbole d'une forme de réaction artistique que je voulais signaler, parce que je pense que c'est intéressant pour la discussion d'aujourd'hui. Jörg, je voulais t'interroger sur la place, en effet, du procès V13, parce que ce qui est très frappant quand on lit votre livre, ce qui est très frappant quand on analyse les enquêtes et les entretiens que vous avez eus, c'est de voir l'impact et le rôle très important, en effet, de ce procès V13 dans la mémoire, voire même dans le regain de mémoire qui s'était un petit peu effacé sur certains aspects chez les Français que vous avez interrogés. Oui, tout à fait. Le procès, finalement, il agit comme... Alvax, il appelle ça un cadre social sur la mémoire. Donc, quelque chose qui véhicule des informations qui finalement vont agir sur la mémoire individuelle et sur la mémoire collective. Si on regarde la mémoire de nous tous, de toi Jérémy par exemple, il y a plusieurs strates. Il y a donc la mémoire flash dont tu as parlé. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez, à qui vous avez parlé, par quel canal est-ce que vous avez appris les événements? Ça, c'est mémoire flash. Et puis après, il y a la mémoire événementielle. La mémoire événementielle tourne autour de critères factuels. Est-ce que je sais combien de victimes, combien de terroristes étaient engagés, etc. Donc, cette dimension-là, et puis après, la mémoire, tout simplement la connaissance de l'événement tout court. Bien. Le procès, il agit
pas sur toutes les strates. C'est-à-dire, la mémoire, elle continue de se dégrader, même si c'est très lentement, mais continue de se dégrader sur la mémoire flash, par exemple, qui s'affaiblit. Aussi parce qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, qui n'ont pas cette mémoire flash. Hein. Quelqu'un qui avait 4 ans ou 5 ans à l'époque, qui aujourd'hui est peut-être dans mon échantillon et qui va me répondre, il ne peut pas avoir de mémoire flash puisqu'il dormait, probablement. J'espère pour lui. En tout cas, il était peut-être trop petit pour s'en souvenir. Donc, cet indicateur de la mémoire au niveau collectif déjà se dégrade et continuera de se dégrader. Le procès, lui, agit ou a agi uniquement sur ce qu'on appelle la mémoire événementielle, la mémoire factuelle d'un événement. De par sa nature, hein, parce qu'évidemment, on va parler du nombre de victimes, on va parler des terroristes, des circonstances dans lesquelles ça s'est produit, etc. Donc, cette connaissance de l'événement, elle s'améliore effectivement à partir du moment où on a ce procès qui se produit sur plusieurs mois, qui engage 300 avocats, 2500 parties civiles, donc même l'ampleur, vous voyez, va finalement jouer sur la médiatisation de ce qui est dit et va impacter la mémoire collective de manière positive en ce qui concerne les indicateurs événementiels et factuels. Cher Bernard, votre souvenir du procès, le souvenir que vous en avez et le regard aussi que vous avez sur de l'utilité aussi de ce procès, à la fois pour la population d'une façon générale et aussi pour le décryptage des raisons des attentats qu'on a évoqués tout à l'heure. Quel regard et quel souvenir vous gardez de ce moment-là? Bon, d'abord, ce procès, il est la démonstration que le droit passe et que l'état de droit parvient à affirmer ses valeurs, sa détermination, son autorité face aux actes terroristes. C'est comme ça que je l'ai vécu. Ensuite, il a fallu que je témoigne pendant 4 ou 5 heures d'affilée, avec une obligation là de dire des choses extrêmement précises, et dans un contexte de très grande émotion et parfois de très grande tension, et en ayant terroristes à proximité. Donc ça, il y a une charge émotionnelle, il y a une dimension de tension très très forte. Et une gravité, une solennité du moment. Et puis troisièmement, je pense que ce procès, comme tous les procès, était une grande occasion de précision, d'élucidation, de reconstitution des faits, ce qui était très important au regard de l'échange que nous avons aujourd'hui sur la nécessité de faire en sorte que la mémoire ne s'efface pas, et il y a des moments qui permettent, par des procédures, par des rituels, par des exigences, par la contribution des uns et des autres, à la reconstitution des événements, à la remise en perspective des faits. Et je crois que ce procès a été, de ce point de vue-là, un moment exceptionnel, parce que, et moi je me souviens très bien de la relation qui était faite des témoignages, du passage du procureur François Molins devant le procès, expliquant ce qu'avait été son rôle, expliquant ce qu'avait été l'enchaînement des faits, le rôle également d'un certain nombre de services spécialisés qui avaient été amenés à intervenir. Donc pour moi, ce procès, il a été une occasion de faire en sorte que l'affirmation des prérogatives de l'état de droit se fasse sur la base d'une démonstration d'exigence, de rigueur qui est celle de la justice dans un état de droit. Et face à la violence extrême du terrorisme, cette reconstitution était fondamentale et importante. Sarah, on a appris il y a quelques jours que le musée mémorial du terrorisme s'installera dans le 13e arrondissement de Paris. Quel regard, toi, la spécialiste de la mémoire, des lieux de mémoire, portes-tu sur ce musée mémorial? Est-ce que c'est une singularité française? Et quel rôle, selon toi, ça doit jouer, ça peut jouer dans la polyphonie de mémoire qu'on a évoquée tout à l'heure? Alors, moi, je suis une chercheuse, donc je ne donne pas mon avis personnel sur les choses. Ce que je peux faire, c'est retracer un peu le projet de musée mémorial en disant que, en fait, c'est un projet qui vise à
à raconter les faits, mais aussi leur mémoire. En fait, Henri Rousseau, qui est donc un historien initialement de la Seconde Guerre mondiale, qui a la direction de ce musée, le présente vraiment comme un musée un peu au second degré, non seulement sur les actes terroristes, mais qui justement est, à travers la question du terrorisme, est un lieu où on va réfléchir sur la construction de la mémoire de manière plus générale. Pour ce qui est de son lieu, c'est une histoire en tant que telle, puisque au départ, il devait être installé à Suresnes, non loin du Mont Valérien, du mémorial du Mont Valérien, et que relativement récemment, par rapport à l'ancienneté du projet, il y a eu certaines protestations par rapport au choix de ce lieu, puisque, comme vous le savez, le Mont Valérien, c'est un mémorial à la résistance, et que les résistants étaient traités, décrits comme des terroristes, je mets bien sûr des guillemets, par le régime de Vichy et par les Allemands, et que donc c'était pas forcément opportun de poser les deux lieux côte à côte. Ce qui se comprend du point de vue de l'histoire. Si on s'intéresse aux politiques publiques contemporaines, on peut se dire à l'inverse que des gens qui vont être intéressés par la mémoire en général vont avoir tout intérêt à faire ce déplacement à Suresnes, qui n'est pas très très loin, mais qui n'est quand même pas en plein centre de Paris, d'autant plus qu'il y aura 2 lieux de visite porteurs chacun de mémoire. Dans tous les cas, le projet finalement va donc être installé dans une ancienne caserne dans le 13e arrondissement. Et actuellement, si ça vous intéresse, en tant que Parisien, il y a une petite exposition de préfiguration faite par le musée mémorial sur les grilles de l'hôtel de ville, qui s'appelle Mémoire citoyenne. Donc on n'a pas parlé des valeurs jusqu'à présent, mais c'est un autre sujet compliqué du rapport entre mémoire et valeurs, n'est-ce pas? Je me tourne vers mon collègue, et donc là, c'est l'angle de la citoyenneté qui est choisi pour en fait structurer ce projet de musée mémorial. Et je voulais rebondir sur le procès pour dire que, toujours pour ce sujet si important, le procès, il a aussi cette particularité d'avoir été filmé. Donc il a produit ses propres archives, puisque c'est le fil directeur, la mémoire de notre sujet ce soir, et il rejoint un nombre très limité de procès qui ont eu ce statut dérogatoire, puisque vous le savez, les caméras n'ont pas de place dans le prétoire, à l'exception de certains procès considérés comme historiques qui ont été filmés. Donc bien sûr, vous avez, je pense, entendu parler des archives du procès Barbie, du procès Papon, mais aussi, par exemple, le procès du sang contaminé, plusieurs procès de génocidaires rwandais. Et donc, le procès du 13 novembre s'insère dans cette histoire. Donc, c'est un processus qui produit de la mémoire, mais qui produit aussi des sources sur la production de la mémoire. Donc c'est un processus en strates. Alors, peut-être avant de donner la parole à la salle, Volodia, je voulais t'interroger, parce que je ne t'ai même pas posé la question, j'aurais dû commencer par ça. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce livre de Laurent Godet pour avoir choisi justement de l'adapter? Là, c'est qu'est-ce qui t'a touché en tant que lecteur? Qu'est-ce qui t'a touché en tant qu'artiste? En quoi tu as considéré cet objet comme un objet symbolique, en effet, du 13 novembre et intéressant à adapter comme tu l'as fait? Quand j'ai découvert ce texte, j'étais bouleversé, comme beaucoup de lecteurs. Je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de polyphonie. Je crois que c'est cette volonté, ce désir, évidemment, il est forcément impossible à aboutir, mais il y a un désir d'embrasser tous les points de vue. Il y a un désir d'exhaustivité dans l'écriture de Godet qui, moi, m'a bouleversé, c'est-à-dire de donner la parole, de donner voix à tous les gens qui ont traversé cet événement, de ceux qui étaient dans l'œil du cyclone à ceux qui étaient le plus éloignés. Et je crois que ce qui est bouleversant dans cette histoire et dans les grands événements, tu as parlé tout à l'heure du 11 septembre, là on parle du 13 novembre, il se trouve que j'ai fait un spectacle au début de l'année qui n'a rien à voir avec ça, mais dans lequel j'ai réfléchi beaucoup justement à des événements dont on avait encore des souvenirs vivaces et qui pouvaient servir de repères temporels, et que parmi les événements que j'ai choisis, il y avait la chute du mur de Berlin, il y avait le 11 septembre 2001, il y avait le 13 novembre 2015. Et donc voilà, moi ce qui m'a bouleversé, c'est cette choralité et la manière dont l'individu a un destin particulier, une histoire particulière qui lui appartient, un point de vue subjectif, mais comment est-ce que ça s'inscrit aussi
dans une histoire beaucoup plus générale. Et cette relation-là qui fait, je trouve souvent les grandes œuvres d'art, je l'ai trouvé extrêmement... je l'ai trouvé vraiment à l'œuvre dans ce texte, quoi. Alors on a entre 15 et 20 minutes pour prendre quelques questions. Il y a des micros qui vont passer dans la salle. Ah oui, je vois un peu mieux, donc ça va être plus facile pour vous identifier. On va essayer de prendre une série, 2 ou 3 questions à chaque fois. On va essayer de prendre au moins deux séries. Si vous voulez poser une question, vous allez faire quelque chose d'assez classique, qui est que vous allez vous signaler par le fait de lever la main. Et il y a un micro qui va normalement passer dans les... à côté des sièges. Monsieur, là-bas, il y a le micro qui arrive derrière vous. Ouais. Allez-y. Ouais, levez-vous. Super, merci. Et si vous devez adresser la question à un intervenant en particulier, vous le précisez, on essaie de faire court et préciser l'intervenant. Merci. Bonsoir. Oui, pardon, bonsoir. Ce serait peut-être une question plurielle, mais merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. Et la question que je vais poser, elle est plus à des fins de discussion et d'ouverture que vraiment de vouloir créer une polémique bête. Bête, c'est vraiment pas le lieu. En fait, je m'interroge un peu sur le fait, justement, dans l'objectif de ce moment où on commémore aussi les attentats, est-ce que, malgré tout, on n'a pas aussi créé, ou cet événement, il n'a pas aussi créé une forme d'insécurité politique et juridique, au sens où, en fait, aujourd'hui, on voit bien aussi parfois la manipulation qu'il peut y avoir autour de qualifier tel acteur de terroriste, et aussi l'insécurité, par exemple, juridique, qu'il peut y avoir là sur l'attentat, l'attaque à l'île d'Oléron. En fait, on a du mal à le qualifier. Et quand on voit comment est-ce que le procureur de la République a qualifié les événements, on peut se dire, tiens, est-ce que là, il n'y a pas un flou juridique, justement, sur la notion de terrorisme? Et c'est juste pour se demander si, au final, certes, l'état de droit, je pense qu'il est globalement respecté et on peut s'en féliciter, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un vide et un flou sur lequel des extrêmes peuvent surfer ou même nous-mêmes nous perdre un peu? Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Hop, madame au milieu. Ouais. Bonsoir. Merci déjà pour vos interventions. Moi, je voulais vous demander, c'est aussi une question plurielle à chacun d'entre vous, comment on fait pour garder la mémoire sans désigner ou blâmer un groupe et tomber dans une forme de stigmatisation, comme ça peut être le cas juste après les attentats. Voilà. Merci beaucoup. Il y a monsieur là-bas, un micro qui est juste derrière. Merci beaucoup. Merci à tous pour la qualité de vos interventions. C'est une question qui, peut-être plus pour Madame Gainsburger, Monsieur Müller, concernant la commémoration. Bon, alors moi, je me pose cette question. Alors, vous avez dit très justement, Monsieur Müller, que dans les sondages, il y a 2 événements, 2 attentats très marquants qui sont le 11 septembre 2001 et le 13 novembre. Et quand on regarde un petit peu la différence dans les commémorations, c'est assez frappant. Quand on va à New York, on a ces 2 trous béants, on a ces plaques avec tous les noms. Ça a été fait très rapidement, je crois, dès 2004. On a un musée. Et pour le 13 novembre, à part quelques plaques, effectivement, qui sont là, qui sont importantes, on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, donc 10 ans après, un musée important, un lieu en tout cas très marquant, commémorant effectivement ces attentats, j'ai envie de dire, à la hauteur du traumatisme. Comment vous l'expliquez? On peut d'abord répondre à ça. Ouais. Vous voulez démarrer par celle-ci, peut-être, Jörg et Sarah, et Bernard, je vous laisserai réagir peut-être à la première. Vas-y, je t'en prie. Alors, je peux commencer par la dernière. Alors déjà, moi je fais de la sociologie, donc c'est un peu basique la sociologie. Donc on regarde les faits. Il y a déjà une grosse différence entre Paris et New York. C'est déjà un enjeu d'urbanisme qui n'est pas du tout le même.
À Paris, finalement, les attentats n'ont rien détruit en termes d'espace. Donc les contraintes, le contexte et les urgences n'étaient pas du tout les mêmes. Deuxièmement, là, donc le jardin mémoriel, qui est le monument vraiment proprement dit, qui était prévu depuis longtemps, qui était en projet, va être inauguré. Donc il est beaucoup plus symbolique, plus notable. Et il va aussi, il existe déjà, hein, mais il va être inauguré de manière officielle. Et il porte les noms des victimes. Donc c'est pas du tout la même histoire aussi en termes de longue durée, de rapport au terrorisme, de rapport à cet événement-là à Paris et à New York. À Paris, comme je l'ai dit, il y a eu quand même 150 attentats. Donc c'est pas non plus en termes de mise en politique, pas du tout les mêmes enjeux. Et surtout, la politisation de l'événement, et ça rejoint la question de Madame, n'est pas du tout la même. Enfin, ça, on n'en a pas trop parlé, mais il y a quand même pour l'instant eu un consensus implicite entre les différentes parties à la commémoration chaque année, qui a été rompu une fois par un candidat qui s'appelle Éric Zemmour, qui allait faire un discours devant le Bataclan, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de politique sur ces espaces et par rapport à cet événement. Bien sûr, c'est un événement qui irrigue plein d'enjeux politiques, mais sur le moment de la commémoration, ce n'est pas le cas. Chaque année, les déambulations mémoriales qui ont lieu devant les différents lieux, il n'y a pas de discours politique, c'est vraiment la lecture des noms, c'est le silence et le recueillement. Et ensuite, il y a une commémoration qui est organisée par les associations de victimes, et c'est les présidents d'associations qui prennent la parole, pas d'orientation politique. Ça rejoint la question de Madame. Alors d'abord, si on s'intéresse au point de vue sur la commémoration, beaucoup d'acteurs de cette commémoration ne stigmatisent pas du tout de population. Et donc il y a plusieurs façons de le faire. Les associations de victimes revendiquent une approche en termes de vivre ensemble, de résilience et de coexistence de manière très claire. Et la manière dont elles ont co-construit avec la ville de Paris le jardin mémoriel s'inscrit vraiment dans cette dimension. Après, sur les lieux, on n'a pas parlé du travail de collecte. Donc, après les attentats, il y a eu des mémoriaux éphémères, vous les avez tous vus, soit en vrai, soit à la télévision, se sont construits devant les lieux. Ces mémoriaux ont été faits de beaucoup de messages, qui ont été collectés par les archives de Paris au cours d'un an, et c'est une collection d'environ 8000 messages qu'on a pu étudier. Et par rapport à cette question de la stigmatisation, il y a deux aspects. Il y a des messages qui sont des messages islamophobes, qui pointent vraiment une responsabilité, mais ils sont globalement très peu nombreux. D'ailleurs, c'est ceux qui ne sont pas en ligne, parce que c'est illégal de les mettre en ligne, parce que précisément, ils appellent à la haine. Et par ailleurs, par contre, et ça, avec Jérôme Truc, on a fait un article scientifique sur cette question, il y a beaucoup de gens qui sont allés sur les lieux pour s'associer à ce moment collectif en tant que musulmans. C'est le sens de leur message, ils l'écrivaient en tant que musulmans, en tant que originaires de pays musulmans, par exemple les Syriens de Paris, les Iraniens de Paris, etc. Et plus largement, au-delà de cette question, puisqu'on parlait de la question de l'immigration, beaucoup de gens de trajectoire immigrée sont allés sur les lieux aussi pour s'exprimer dans cette trajectoire et participer à ce moment collectif. Donc une des manières, par exemple, aujourd'hui les mémoriaux éphémères sont beaucoup utilisés pour commémorer non seulement l'événement, mais en fait le moment solidaire après l'événement. Et une des façons de faire ce dont vous vous préoccupez, c'est aussi de faire en sorte que tous ces messages-là soient aussi mis en avant et que ce ne soit pas seulement, même s'ils sont très présents, des drapeaux français ou des messages d'enfants qui marquent égalité, liberté, égalité, fraternité, mais aussi qu'il y ait toutes ces voix-là qui figurent pour permettre d'accrocher cette diversité qui est, je pense, la nôtre. Jörg. Bon, je commence par la question sur les États-Unis. Je vais répondre différemment à votre question. Je trouve ça assez frappant, votre intervention, parce qu'elle montre très bien ce qui est à l'œuvre dans les processus de mémorisation. Et c'est le même processus qui est à l'œuvre pour le 11 septembre que pour le 13 novembre.
Je m'explique, vous avez évoqué le mémorial du Ground Zero. Or, je vous rappelle, le 11 septembre, c'était pas du tout que ça. Il y avait, vous vous souvenez de l'avion qui s'est scratché dans le Pennsylvanie ou Washington? Vous voyez? Donc, le mémorial, il est à New York. On a associé les Twin Towers, donc un lieu emblématique qui est devenu le symbole de ces attentats au pluriel. Donc, pour le 13 novembre, se produit exactement la même chose. Il y a une condensation mémorielle sur la date du 13 novembre qui incarne beaucoup plus que les attentats du 13 novembre, qui a aussi des liens, des ramifications avec Charlie Hebdo, avec Nice, qui devient la matrice mémorielle de la France, et on a une condensation mémorielle sur le Bataclan. C'est probablement là où va se construire, si ça se construit, un mémoriel à un moment ou à un autre. Là, la décision a été prise de faire un jardin et je trouve ça très bien. Donc, vous voyez, des mécanismes semblables sont à l'œuvre. Si ça ne prend pas la même ampleur, ça s'explique tout simplement, il ne faut pas se voler la face, les États-Unis, ce n'est pas la France. Ça n'a pas le même statut dans la mémoire collective mondiale que la France. Donc, effectivement, elle doit aussi tenir son rang mémoriel à cet égard-là. Ça explique peut-être l'importance qu'a pris finalement ce projet architectural sur place. Puis, il y avait la question de l'instrumentalisation politique. L'instrumentalisation politique, c'était pas formulé comme ça, mais sous-entendu, et l'appropriation du récit, finalement. Je confirme tout à fait ce qui a été évoqué. On le voit très peu dans les verbatims qu'on a analysés, que finalement, il y aurait une quelconque accusation ou description d'un bouc émissaire ou d'un bourreau, prototype, etc. C'est très très absent dans les discours qui nous sont relayés par les Français. Je rejoins un deuxième point, qui est celui du rôle de la victime. La victime et les associations des victimes exercent de par leur récit et de par leur intervention dans l'espace public, un contrôle social, en quelque sorte. Ils vont rappeler, et ils le font d'ailleurs, si vous analysez leur discours, ils vont rappeler qu'ils ne sont pas là pour se laisser instrumentaliser pour une cause plutôt que pour une autre, etc. Et eux-mêmes, ils ne portent pas vraiment des discours polarisants ou clivants. Donc, tant qu'il y a des victimes, ou des témoins, ou des témoignages, tant mieux. Ça devient problématique, comme peut-être pour la mémoire de l'Holocauste, lorsque les victimes ou les témoins commencent à disparaître physiquement, parce qu'ils sont trop vieux, parce qu'il n'en reste plus grande chose de leurs paroles, d'où aussi l'importance d'avoir des archives. Le projet du 13 novembre est aussi une immense fabrication d'archives collectives qui finalement conservent cette parole de la victime. Et ensuite, dernière question, c'était celle des émotions négatives, de la peur, de la colère, de quelque chose qui serait produit aussi à chaque fois quand on remémore les attentats du 13 novembre. On voit très bien que la peur est un sentiment et la principale conséquence perçue par les Français des attentats du 13 novembre. Et c'est le seul sentiment ou la seule émotion qui arrivent dans toute une liste. Après, vous avez des choses un peu plus objectivables comme plan Vigipirate, la privation des libertés individuelles, toute la liste. Mais tout en haut, stable dans le temps, on a une émotion, et cette émotion-là, elle est la peur. Elle ne varie pas au moment des commémorations. Donc au moment des commémorations, déjà, la société dans sa globalité, elle n'a pas plus peur
qu'avant, parce qu'elle serait rappelée du risque terroriste. Voilà. Donc on le voit pas dans les chiffres. Autre chose qu'on voit par rapport à cette question de l'émotionnalité, la colère, la peur, etc., c'est un sentiment qui est beaucoup moins éprouvé par les personnes qui ont suivi le procès, qui ont participé à des commémorations, qui connaissent très bien ce qui s'est passé, donc qui ont une très bonne mémoire factuelle. Donc l'émotionnalité, elle décroît avec le degré de connaissance factuelle ou autre, ou de proximité avec l'événement. Je trouve ça très intéressant. En revanche, vous trouvez des émotionnalités très fortes, notamment en termes de colère, de peur, auprès de populations qui, de toute façon, non seulement par le risque terroriste, mais par plein d'autres choses, sont dans un état d'anxiété, d'insécurité, de colère. Je prends l'exemple des Gilets jaunes. Il se trouve que je peux identifier des Gilets jaunes dans mon enquête, où je peux voir des personnes qui se sentent près du mouvement des Gilets jaunes, qui de toute façon expriment plus souvent à travers leur réponse à une multitude de questions, de la colère, un sentiment d'insécurité, etc. Et je trouve dans cette même population une surreprésentation de personnes qui éprouvent de la peur en lien avec les attentats du 13 novembre. Voilà. Peut-être Bernard Cazeneuve, pour rebondir et pour conclure peut-être cette soirée, quelle mémoire vous avez justement de l'attitude des Françaises et des Français après cet événement? Et peut-être pour conclure, qu'est-ce que ça vous a apporté comme regard sur finalement les Françaises et les Français qui sont restés extrêmement dignes à l'issue de ces événements? Beaucoup pensaient que la société allait exploser, beaucoup pensaient que la société allait se fracturer encore davantage. Finalement, quelle conclusion vous faites du comportement et des attitudes des Français à l'issue de 10 ans après? D'abord, comme vous l'avez signalé à l'instant, il y a une très grande dignité du peuple français face à des événements qui étaient destinés, les terroristes l'écrivaient d'ailleurs dans leurs publications, à créer les conditions d'une fracturation de la société française et d'une fragilisation de ses institutions. Car les terroristes escomptaient, il expliquait dans les notes auxquelles nous avions accès, que cette violence extrême créerait des tensions et des actes anti-musulmans nombreux, qu'il y aurait une remise en cause par toute une série de groupes des institutions politiques, et que ce qui constitue l'architecture de l'unité, de l'indivisibilité de la République s'en trouverait durablement atteint, que le système s'affaisserait, s'effondrerait, et que les valeurs que nous avions en partage, laïcité, fraternité, etc., seraient mises à mal. Bon, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et ce n'est pas ce qui s'est produit parce que dans les grandes crises auxquelles il a été confronté, et en dépit des moments de doute qui ont pu s'emparer de lui, le peuple français a toujours été extraordinairement intelligent. Sentant, sans nécessairement le conceptualiser sur le champ, les enjeux qui se présentaient à lui, et de façon presque intuitive, y faisant face par l'intelligence collective qui caractérise ce peuple. Moi, je me souviens, j'ai été très très marqué par la manifestation du 11 janvier, parce que il y avait des milliers de Parisiens aux fenêtres, et lorsque je suis arrivé dans la manifestation, il y avait beaucoup de policiers, et lorsque je suis allé saluer les policiers en sortant de la voiture, il y a eu un tonnerre d'applaudissements pour les policiers qui n'en revenaient pas. C'est-à-dire que les policiers qui étaient intervenus à l'hypercachère, et qui avaient exposé leur vie pour sauver celle des autres, se voyaient remerciés, ça n'a pas duré très longtemps cette ambiance, hein, par les Français qui avaient conscience que cette unité, elle passait aussi par une certaine relation au principe de l'état de droit. Bon, donc j'ai ressenti ça. Et qu'est-ce que j'en ai déduit? J'en ai déduit une chose qui très au cœur de ma propre relation désormais à la politique, c'est que la France est beaucoup plus grande que ceux qui la servent. Et qu'on ne peut pas bien la servir si on n'a pas ça en tête. On ne peut pas servir correctement son pays si on n'a pas
conscience qu'il est par ce qui le constitue, son peuple, sa relation à l'histoire, etc., infiniment plus grand que ceux qui, à un moment donné, de façon éphémère, sont au service de ce pays parce qu'ils sont investis d'une responsabilité démocratique. Et d'ailleurs, je ne relis plus rien qui relève de la politique maintenant sans avoir à l'esprit ce que je viens de vous dire. J'ai relu récemment le général de Gaulle. Relisez vraiment ce discours en rentrant, si vous avez un moment, ça ne prend pas longtemps, c'est un tout petit discours. Désormais, on fait que des discours très longs. C'est un discours très court. Et dans ce discours du général de Gaulle, qui dit la manière dont il voit la France, il n'y a pas une fois le mot « je ». Il parle de la France, il n'apparaît pas dans ce discours, dont on se souviendra qu'il est l'auteur, à aucun moment comme s'assimilant au pays. Le pays est au-dessus. Pas de première personne du singulier dans le discours du général de Gaulle. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est la question de l'état de droit qui a été évoqué tout à l'heure. Parce que pour avoir été à l'origine, comme ministre de l'Intérieur, de mesures de police administrative dans le cadre de l'état d'urgence, etc., et avoir été très, bien entendu, très soumis à la question et parfois très critiqué pour ces mesures pendant la crise terroriste, je réponds à la question sur l'état de droit. Pendant la crise terroriste, nous ne sommes pas sortis de l'état de droit, puisque l'état d'urgence était un élément de l'état de droit. Mais je dois avoir l'honnêteté de reconnaître, parce que je l'ai vécu moi-même, c'est pas facile, que l'état de droit a été mis à l'épreuve par la crise terroriste malgré tout. Parce que quand vous prenez des mesures de police administrative nombreuses, dans le cadre de la loi de novembre 2014, puis dans le cadre de l'état d'urgence, vous le faites pour une raison très simple qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les attaques se multiplient, les citoyens français, y compris les plus attachés à l'état de droit, ne supportent pas que l'État ne mobilise pas tous les moyens dont il peut disposer pour prévenir le risque terroriste, au motif que les droits de droit pourraient se satisfaire du fait que l'on condamne ceux qui sont à l'origine de ces attentats en faisant passer le droit après qu'ils se sont produits. Le citoyen français ne vous demande pas ça quand vous êtes en situation de responsabilité politique. Il vous dit comment vous faites pour que ça ne se reproduise pas. Et tout cela est très amplifié par toute une série d'acteurs. Et comme zéro précaution, c'est 100% de risque, mais 100% de précaution n'est jamais le risque zéro, vous savez qu'en mobilisant toute votre énergie pour prévenir, il y aura malgré tout des événements qui se produiront. Mais quand vous prévenez par des mesures de police administrative ou la loi sur le renseignement, vous prenez des dispositions qui tangentent ce que l'État de droit peut supporter. Par exemple, quand vous interdisez quelqu'un de sortir du territoire national pour qu'il n'aille pas s'engager dans des opérations terroristes, vous touchez à la liberté d'aller et de venir. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est ça la réalité. Bon. Et vous pouvez très bien appliquer ces mesures parce qu'un service de renseignement n'a pas été précis, il y a eu une bavure, à des gens qui ne méritaient pas qu'on leur applique ces mesures. Et d'ailleurs, peu de mesures, fort heureusement, parce que j'ai fait très attention à ça, mais pas suffisamment, puisque le juge administratif a cassé un certain nombre de mes décisions de police administrative. Le Conseil constitutionnel, emporté par la fougue de l'avocat Sureau, qui regardait tous les jours ce que je faisais, attaquait avec beaucoup d'intelligence et de talent, c'est d'ailleurs un ami, hein, donc je ne lui en voulais pas, je savais que ce qu'il faisait, il le faisait aussi en vertu d'une conception de la démocratie que nous avions en partage. Mais il faut bien comprendre que l'état de droit, c'est quelque chose de fragile. Et que, y compris lorsque vous répondez à la demande des citoyens, en prenant des mesures prévues par l'état de droit, pour faire en sorte que ce que les citoyens ne veulent pas voir advenir parce que ça les atteindrait ne se produise pas, vous pouvez mettre l'état de droit sous tension. Et la seule chose que vous pouvez tenter de faire à ce moment-là, c'est de convoquer Montesquieu pour que par la disposition des choses, le pouvoir dont vous êtes détenteur soit arrêté par le pouvoir des autres. Celui du juge administratif, celui du juge judiciaire lorsqu'il s'agissait de l'action des services de renseignement, le contrôle parlementaire lorsque le Parlement s'est érigé en commission d'enquête parlementaire constante de l'action de l'exécutif,
le contrôle d'une autorité administrative indépendante lorsqu'il s'agit de contrôler l'activité des services de renseignement. Et donc ça aussi, cette complexité, cette tension, cette subtilité de l'état de droit, il faut pouvoir la restituer. Et je voulais la restituer ce soir parce que c'est généralement pas les ministres de l'Intérieur qui le font. C'est parfois les ministres de la Justice. Et quand c'est fait par la presse et parfois par les chercheurs, parce qu'il est arrivé aussi d'être titillé par les chercheurs, ça se fait pas toujours en restituant la totalité de la contrainte que je viens d'évoquer et la conscience que peuvent avoir ceux qui prennent les mesures de police administrative dans le cadre de l'état de droit. Il n'y a pas toujours la restitution de la conscience qu'on peut avoir que ces mesures doivent être utilisées avec la plus grande précaution. Et c'est la raison pour laquelle je regrette personnellement beaucoup qu'on ait fait entrer les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Parce que les mesures d'état d'urgence, elles relevaient des circonstances exceptionnelles en droit. Elles ne relevaient pas du droit commun. Et on les a fait sortir de la théorie des circonstances exceptionnelles pour les faire entrer dans le droit commun. Et ça, à mon avis, c'était pas une bonne idée. Alors j'aimerais qu'on termine avec le dernier extrait, Volodia, que tu avais choisi pour cette soirée que les amis de la régie, vous allez retrouver. 10e partie. Notre long baiser. C'est la lenteur qui vient maintenant. Il faut quelques secondes pour saccager une vie, mais des années pour la réparer. Longue patience du corps qui va devoir se rééduquer. Gagner du terrain, séance après séance. Volonté des muscles d'aller plus loin. De tirer un peu plus fort. De repousser les limites pour marcher à nouveau. Longue patience de l'âme qui s'effondre parfois. Se met à pleurer. Pense que rien n'aura plus jamais le goût d'avant, puis se reprend. S'accroche. Vivre à nouveau. C'est un exercice difficile. Avons-nous été chanceux ou damnés? Nous, qui retournons à notre vie après avoir traversé tout cela. Nous qui n'avons pas été blessés. Nous qui avons réussi à nous enfuir à temps. Lorsqu'on apprend dans une soirée qu'on y était, les regards changent. Il y a ceux que cela excite, qui trouvent ça incroyable, veulent qu'on raconte. Il y a ceux qui nous regardent avec pitié, nous disent que nous n'avons pas eu de chance. Je ne sais pas. Je suis le dernier otage. Celui qui est resté le plus longtemps près de son tueur. Le dernier à être sorti de l'enfer. On peut dire que j'ai cumulé toutes les malchances. Celle d'avoir été dans la salle ce soir-là, celle de ne pas avoir pu en sortir au plus vite, celle d'avoir croisé le regard d'un des tueurs et qu'il me choisisse comme otage, celle, une fois otage, d'avoir été le plus au fond du couloir. J'ai cru que je ne m'en sortirais pas, que je mourrais lorsqu'il se ferait sauter, ou que je serais tué par une balle perdue durant l'assaut. Mais non. À la fin, toute fin, je sors. Est-ce que je peux dire que je suis le plus chanceux de tous, car à chaque fois, le pire était à mes côtés, et à chaque fois, le pire fut écarté? Il s'éloigne enfin. Regardez, le Dieu mauvais qui a régné sur nos rues, sur nos vies. Le hasard au sourire moqueur. Qui mourra et qui pas? Vous vous souvenez? Pendant des heures, c'était sa loi, implacable, capricieuse. Il disparaît enfin. Nous avons ressenti au plus profond de nous la fragilité de toute chose. Est-ce possible que cela nous rende plus forts? Nous voulons le croire. Dans les jours qui viendront, nous aurons envie de braver l'ennemi. Nous irons aux terrasses des cafés. Pour dire à ceux qui nous ont tués qu'ils n'ont pas gagné, qu'ils ne gagneront jamais, que nous vivons encore. Cheveux détachés, sourire aux lèvres. Verre de vin brandi au ciel pour célébrer la vie et les amis. Et ce seront nos plus beaux gestes de victoire. Vivre, crânement, comme avant, mieux qu'avant. Mais qui pourra dire qu'il n'a pas peur dans les jours qui viendront? Qui pourra dire qu'il n'y pense pas? Que ces images ne l'obsèdent pas. Cela va mettre du temps. Aller en terrasse pour défier l'ennemi, c'est encore y penser. Il faudra du temps pour qu'un jour, enfin, nous nous asseyions en toute innocence. Ce jour viendra. Peut-être pas pour nous, mais pour ceux qui nous suivent. L'innocence. Et alors, vraiment, nous aurons gagné. Car vous serez effacés.
Alors j'espère que ça vous aura donné un aperçu de la beauté de cette adaptation donc pour le DACR qui a retrouvé donc sur la plateforme de Radio France dès aujourd'hui et dès ce soir. Le roman de Laurent Godet, Terrasse ou Notre long baiser, si longtemps retardé, il est disponible à la librairie. Je cite également le livre coécrit donc par Jörg Müller, Faire face, les Français et les attentats du 13 novembre 2015, qui est disponible chez Flammarion, également dans les librairies là-bas. Le livre de Sarah Gainsburger, Mémoire vive, chronique d'un quartier Bataclan 2015-2016 chez Anna Mossa. C'est un très bel objet avec beaucoup de photographies, comme Sarah l'a évoqué tout à l'heure. Il est disponible en librairie. Je cite également le livre de Sarah et de Jérôme, Truc, les mémoriaux du 13 novembre. C'était publié aux éditions de l'EHESS, qui est également un très beau livre, qui est un vrai mémorial en tant que tel. Cet objet est un vrai mémorial en tant que tel. Merci beaucoup d'être venus ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette rencontre et à très bientôt au Théâtre de la Concorde.